Salut à tous, on continue un peu avec l'Auto Soudal, un petit peu. Un petit peu parce que je pense pas non plus en faire encore une dizaine d'épisodes là-dessus. Et puis, donc après avoir précisé pourquoi je vous dis ça, on s'occupera de Giro sur cette partie. Alors, pas mal de satisfaction, je trouve, sur cette carrière, au moment un peu d'en faire le bilan, puisqu'il y avait eu du gros Degenkolb en première année. Donc ça, je trouvais ça excitant à jouer. C'était aussi la découverte du jeu à ce moment-là, avec notamment donc ce mode carrière qui avait été un petit peu revisité sur PCM 20 pour certains aspects. Gilbert sur l'Amstel, ça faisait plaisir. Thomas de Ghent, on s'était un petit peu amusé à le faire participer aux 3 grands tours et essayer d'aller chercher comme ça les 3 maillots de la montagne. Wellens, par le plus grand des hasards, des blessures et compagnie, avait aussi finalement été aligné sur les 3 grands tours et avait réussi un petit triplé d'étapes, de victoire d'étapes, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'étais content aussi du Tour de Lombardie, je trouvais qu'il avait été sympa. À un moment donné, David Gaudu était parti pour vraiment l'emporter assez nettement, et puis on avait réussi à le reprendre. Du côté des championnats du monde, en revanche, la Belgique, que j'avais s'était fait piéger par un très bon départ de Kwiatkowski. Donc là aussi, bon souvenir. Je trouvais ça pas mal joué par le jeu. Et puis après, évidemment, est venu le temps de commencer une saison avec nos recrues. Les principales, c'est Tuns, ici à l'image précédente, et aussi l'ami Lorenz de Plus. On est allé un petit peu chercher Milan-San Remo, on va dire, à la PCM. Mais est-ce qu'il faut vraiment s'en enorgueillir? Je pense pas. Vous voyez, par exemple, sur cette deuxième année, la victoire que je trouve la plus jolie, c'est celle sur la classique de l'E3, sur le GPE 3, pour Gilbert. Parce qu'après, en plus, la suite a été délicate. Vieillissement de certains coureurs, perte de notes, pourquoi pas. C'est un jeu. Wout van Aert ici, c'était joli sur le Ronde. Puis après, on est rentré un peu dans une nouvelle ère, qui ressemble un peu plus à celle qu'on peut connaître, vous voyez, quand il y a comme ça un duel sur les 3 Ardennaises entre Alaphilippe et Van Der Poel. Hirschi est un peu plus en retrait, puisque la database n'était pas une database récente, donc forcément les notes de Hirschi n'étaient pas à la hauteur des databases de 2021 par exemple, ce qui fait que du coup voilà, Van Der Poel à la Philippe, ça a vraiment fonctionné. 2-1 pour Van Der Poel, et je pense m'arrêter parce que je vais avoir un tas de choses à faire dans les prochains temps, absolument pas le temps de jouer. Je vais donc être limité, je vais donc devoir privilégier 2-3 carrières pour aller tout doucement vers PCM 2021. Voilà, je sais pas si vous avez vu, il y a des annonces qui ont été faites pour le 3 juin. On s'intéresse donc à ce Giro qui est mon petit adieu à cette carrière sur ce Giro variant 2021. 2021 est une belle année pour ce qui est des variants du Giro. Une très belle année d'ailleurs, puisqu'il y a comme ça quelques rendez-vous qui sont juste mythiques. On pensera évidemment en premier lieu à l'étape 14, j'en reparlerai, mais pas que. Tout ça démarre avec un contre-la-montre par équipe. Donc un exercice toujours intéressant, où on conseille toujours, sauf longueur, au-delà des 25-30 bornes, mais sinon il faut toujours mettre tout le monde à 99, et après par contre les temps de relais peuvent être adaptés suivant les forces et faiblesses des uns et des autres. En l'occurrence, la forme du jour joue un rôle majeur, et il faut essayer de s'y adapter. Donc je me suis un petit peu basé sur ça pour répartir les temps de relais. On démarre ici donc avec nos Lotto Soudal. Alors, un petit mot sur la composition d'équipe. De toute façon, il y aura le temps d'en reparler. J'avais recruté Lorenz de Plus avec un petit objectif en tête, c'est de le faire participer aux 3 grands tours. C'est pour ça qu'on l'a très peu vu en fait sur le début d'année là dans cette carrière. Et notamment peut-être de jouer un rôle sur un Giro où je l'attendais peut-être avec une progression
à partir du moment où je l'ai recruté en août dernier. Ouais, mais voilà, on est début mai, et en fait, les notes de 2+, elles n'ont pas évolué. Du coup, ça m'a interpellé. Je suis allé dans l'éditeur pour regarder. Est-ce que finalement le plafond avait été atteint ou est-ce qu'il en restait vraiment sous la pédale? Et en l'occurrence, bah non, il en reste. Hein. Il en reste. C'est juste que l'entraînement, vous savez, comme c'est, il y a probablement une espèce de jauge qui se remplit et il y a un moment donné où il y a un up qui s'effectue. En l'occurrence, pour 2+, il ne s'est pas effectué depuis bah quoi, ça fait 9 mois. Hein, 9 mois. Donc voilà, je compte les derniers mois dans son équipe précédente, excusez-moi. Et puis voilà, bah, ça s'est pas fait. Donc c'est pas non plus dramatique d'avoir un Lorenz 2+, à 76 montagnes, 78 vallons. Mais du coup, ça donne quand même des idées. Et puis après, il y a de belles notes hein, pour le reste. Hein, ce qui fait, si on fait un coureur très intéressant, juste le temps là. Allez, ça va, on n'est pas ridicule. On n'est pas ridicule, surtout le temps perdu sur Ineos n'est pas dramatique. Vous voyez, on est quoi? On n'est même pas à 20 secondes perdues sur Ineos. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière. Groupama n'a pas amélioré le temps, comme Jumbo-Visma auparavant non plus ne l'avait pas fait. Donc, on va rester sur des écarts qui sont assez corrects. Franchement, perdre 19 secondes là-dessus, ça ne me dérange absolument pas. Alors, comme je disais, 2+ étant juste un petit peu décevant sur le plan des notes, il m'est venu à l'idée que peut-être que le jeune Mézec, le régional allemand, que j'avais juste renommé, quand j'avais vu un Allemand qui avait du potentiel en CLM et enfin, pas du potentiel, faut être franc. Quand j'ai vu les notes de départ et le salaire demandé, voilà, c'est ça qui m'avait fait penser que l'ami Mézec pouvait être intéressant. Juste, présence de Van Aert, Schachmann, Sagan, Kwiatkowski, Sivakov Landa, Quintana, Higuita, David Gaudu, Tadej Pogačar, oui, David Gaudu est chez UAE dans cette partie, le Simon Yates est présent, ainsi que Remco, non. Par contre, il y a Sam Bennett, attention. Voilà, donc il y a quelques leaders assez dangereux, Miguel Angel Lopez notamment, on pourra aussi découvrir au fur et à mesure Romain Bardet, il y a un peu de monde présent, le tableau, le plateau est vraiment intéressant, ouais, donc peut-être une chance pour Mézec, comme je disais juste avant, par rapport à 2+, qui peut-être sera limité en montagne. Il se trouve qu'en plus, parallèlement à la non-évolution de 2+, Mézec, il a vachement évolué, il a même dépassé largement ce que j'aurais imaginé pour quelques mois comme ça d'évolution. Je crois qu'il a déjà eu 3 ups en 9 mois, ce qui est considérable. Bon, ça sent le régène de bonne qualité. Puis évidemment, on a Thomas de Gent. Alors vous voyez donc Thomas de Gent, que j'envoie ici en échappée, puisque quand on joue avec Thomas de Gent, un des plaisirs possibles, c'est de prendre des échappées et d'essayer comme ça d'aller chercher les victoires. Sur une étape 2, c'est peut-être un peu tôt pour que ça aboutisse, mais on a commencé déjà à montrer les dents avec De Gent. Et puis sinon, si on met de côté les leaders potentiels du général 2+ et Mézec, qu'on met de côté De Gent qui est un coureur à part, j'ai emmené de quoi fabriquer un petit train. Vous voyez ici Van der Sande, vous voyez De Beust. Et donc, c'est par un blocage de De Beust que finalement Van der Sande va se retrouver à prendre la meilleure place pour nous, top 5, hein, sur cette première étape qui était quand même assez clairement réservée aux sprinters. C'est Elia Viviani qui s'impose. Gaviria ou Sam Bennett, par exemple, sont un peu passés à côté. Le général n'est pas encore significatif à ce moment-là, puisque il y a encore les traces du CLM par équipe, mais je pense que ça ne tardera pas à se préciser, et on verra dans pas si longtemps que ça des leaders émerger. Cette première partie de Giro, vous aurez remarqué le déséquilibre en termes de nombre d'étapes entre mes 2 épisodes à venir, donc celui qui suivra sont les épisodes qui proposera les étapes 14 à 21. 14 à 21, sur le Giro variant 2011, ce sont les étapes
entre guillemets, les plus montagneuses. Ce sont les étapes sur lesquelles d'énormes différences et une grosse bataille peuvent se faire au classement général. Non, et 1 à 13, en revanche, c'est pas que les étapes 1 à 13 soient monotones et sans intérêt du tout, mais c'est vrai qu'il y a pas un tel regroupement de difficultés et une telle succession d'étapes complètement dantesques auxquelles on assistera dans l'épisode suivant. Il s'agit donc en fait dans cet épisode-là de mettre en place un petit peu mettre nos pièces en place pour envisager la suite en ayant soit 2+, soit Mézec, soit les deux, au moins avec un espoir de, je sais pas, de top 3, de top 5. Victoire, ça dépendra vraiment des circonstances. Il faudra voir. J'ai pas encore joué, de toute façon, au moment où je parle, je n'ai même pas joué les étapes 14, etc. Donc, il n'y a pas de spoil lisible dans mes commentaires. Voilà, on est en fin d'étape. Vous avez vu, j'ai essayé d'un peu de durcir. Dans cette étape 3, j'ai beaucoup fait rouler. Je continue, d'ailleurs, vous voyez, il y a comme ça une cassure qui s'est opérée. On aperçoit Van Moor. On aperçoit ici également Karl Friedrich Hagen, qui est aussi de la partie. Je le considère pas comme un leader, puisqu'il m'avait pas mal déçu l'année précédente, mais surtout il m'avait déçu en raison de ses notes physiques, qui s'avéraient vraiment hyper impactantes, et qui faisaient que Hagen pouvait être un très bon équipier, tout au plus, mais certainement pas endosser un costume de leader. Ça roule fort à ce moment-là pour essayer de reprendre nos petits Lotto Soudal qui ont réussi à maintenir une petite cassure, même si Van Moor a lâché. Hagen est à l'avant avec Sander Armé, très intéressant Sander Armé, je l'aime bien, mais tout le monde sera finalement repris et on va de nouveau assister à un sprint. Voilà ici, Marc Sarrault s'impose. Et nous avons encore une fois une situation de top 5. Moi, ça me va. C'est de nouveau De Beust, qui est pourtant... Allez, je l'attendais un peu moins que Van der Sande, pour être franc. Bon, à voir. Ça peut se jouer entre les deux. C'est un peu la forme du jour qui va faire qu'on va plutôt demander à De Beust ou à Van der Sande d'être notre sprinter, je dirais en dernière instance, quoi. Hein. L'autre jouant le rôle du pilote, du poisson pilote. Voilà. Étape 4 présente a priori peu d'intérêt. Ça va pas être le cas. Elle va en présenter de l'intérêt. Parce que, fidèle à ce qu'on avait fait un peu sur l'étape précédente, il y a un moment donné où je me décidais à rouler, donc pas maintenant. Pas maintenant du tout. On roulera dans le final. On roulera dans le final et on essaiera de voir ce qu'il y a à faire par rapport à cette petite bosse que vous voyez juste avant le potentiel sprint d'arrivée. Donc c'était un peu mon esprit. Rouler fort à la fin. Donc vivoter pendant les 9 dixièmes de l'étape. Économiser les coureurs. Tiens, je profite pour lâcher un petit truc. J'ai vu que PCM 2021 prendra en compte les fatigues peut-être d'une manière un peu plus poussée. Et alors, on demande toujours à voir comment les choses se passeront, mais c'est une belle intention déjà. C'est une très belle intention. Moi, je suis assez chaud pour qu'on ne puisse pas jouer n'importe comment et continuer à avoir nos coureurs qui, le lendemain d'une étape où ils ont tout donné, peuvent encore se foutre complètement par terre, tellement ils ont encore de l'énergie et ils peuvent tout dynamiter. C'est bien qu'on ait une certaine prise en compte de la fatigue accumulée. J'attends de voir quelle forme ça prendra, mais je trouve que l'annonce déjà en elle-même est plutôt bon signe. Vous voyez ici par exemple, on a énormément accéléré sur cette bosse. Là, on touche à une des petites failles de PCM 20. On pourrait la rentrer dans la catégorie comportement du peloton. Parce que ça aussi, c'est un point qui est annoncé comme étant amélioré sur PCM 21. À ce qui paraît, le comportement du peloton va être amélioré. Donc, pourquoi pas ? Et là, je pense directement au comportement du peloton qui devrait être adapté
avec les petits pourcentages qui nous ont permis de faire une différence, ça aurait dû être adapté en ce sens que, pour moi en tout cas, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que les sprinters étant pressentis par le jeu pour l'arrivée, on va permettre à Van der Sande de lever les bras, hein, c'est toujours bien de récompenser les équipiers. Les sprinters étant pressentis par le jeu pour l'arrivée, eh bien, à partir du moment où les sprinters voient leur poisson pilote se font décramponner par votre accélération sur une bosse comme ça si proche de l'arrivée, si vous voulez, il n'y a pas, à mon sens, de coureurs suffisamment costauds qui ont empêché que ça se fasse. Cassure, hein. Petite cassure. Après, je me suis questionné, je vous avoue. Je me suis questionné pour savoir si j'acceptais cette cassure ou si assez exceptionnellement je rejouais l'étape pour ne pas provoquer de cassure. Bah honnêtement, je reste comme ça parce que rejouer, je déteste ça en fait. Voilà. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait un gros crash, par exemple un bug d'enregistrement, je sais pas quoi, pour que je rejoue une étape, mais tant pis, j'ai laissé. On sait que c'est une des failles du jeu, mais le truc c'est qu'il y a aussi à d'autres moments des failles qui font dans l'autre sens. Donc allez, sans trop rentrer dans les détails, je me suis dit qu'il y avait un équilibrage qui se faisait entre les moments où on se fait totalement maltraité par certaines défaillances de la programmation en fait, et les moments où on en profite nous-mêmes. Donc quelque part, moi je pense que ça s'équilibre. J'ai pas non plus l'impression que même si on a pris le maillot, on va jouer la victoire finale. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on soit en mesure de jouer la victoire finale sur ce Giro. Donc je pense que au pire, ça nous aurait aidé à prendre un top 5 et une victoire aussi d'étape. Mais ça devrait pas être un élément déterminant à la fin. Si à la toute fin du Giro, il y a moins de 30 secondes d'écart et qu'on s'impose, il faudra se souvenir de l'étape 4 en revanche. Voilà. Donc la suite, c'est une étape ici où il y a quand même pas mal de ménage qui est fait. Vous voyez, c'est pas moi qui roule. Hein. C'est pas moi qui ai roulé. Mais on a comme ça donc quelques coureurs qui sont éliminés. Vous voyez, il y en a 2 qui viennent de rentrer, De Beust et Van Moer. Un petit mot sur la constitution de l'équipe. Donc, je voulais être en capacité de contester les sprints. J'ai mis Caleb Ewan au frigo, mais ça je l'avais déjà annoncé sur mon épisode de planification de l'année. Caleb Ewan, je l'ai planifié pour le Tour de France. Il va pas sur le Giro. Et c'est pour ça qu'en fait j'avais envie de jouer pour les sprints avec Van der Sande et De Beust. Voilà, c'est un choix comme un autre. On peut ne pas l'aimer. En vérité, je m'en fous parce que il faut tenter des choses. Moi, je cherche juste à tenter des trucs et peu importe le fait que Caleb Ewan aurait pu gagner 5 victoires d'étape sur ce Giro, ça m'est complètement égal en vérité. Donc voilà, surtout que De Beust et Van der Sande, outre le fait de pouvoir se mêler au sprint, présentent un intérêt, c'est pouvoir servir d'équipier sur d'autres types de profils. Donc c'est aussi pour ça que je les ai pris. Le petit Armé, le petit Van Moer, voilà, ce sont des coureurs qui, là encore, doivent nous servir d'équipiers. Peuvent le faire de très très bonne manière, suivant leur forme. Donc voilà un peu pour l'encadrement des leaders. Hagen, on essaiera peut-être de l'échapper dans la montagne, tout comme De Gent. Hein, ils peuvent servir de point d'appui, eux, à l'avant. Et voir un peu comment les leaders supposés, Mézec et De Plus, peuvent tenir le coup. Vous voyez, sur cette étape-là, le final, c'est une bosse avec de gros pourcentages au début, et finalement, on se rapproche plus du faux plat sur la fin. Faux plat qui permettra ici au puncher champion du monde avec son joli maillot arc-en-ciel, Kwiatkowski, de s'imposer. On peut dire qu'on a essayé de rouler dur et qu'on a roulé trop tôt. Moi, c'est ce que je pense ici. Je n'ai pas roulé au bon moment. Après, est-ce que pour autant, j'aurais eu quelqu'un qui aurait pu taper Kwiatkowski là-dessus? J'en suis pas sûr. Mais je pense que oui, en roulant différemment, en fait, et en mettant De Beust ou Van der Sande dans la route Kwiatkowski, il y a peut-être moyen de passer et de prendre l'étape. Bon, voilà. Le maillot change d'épaule.
L'étape suivante nous propose un profil sur lequel, encore une fois, les différences seront sûrement pas flagrantes. On peut s'attendre ici peut-être à un profil de puncher pour s'imposer. Bon, du coup, je sais pas tellement. Dans le doute, je vais protéger quand même, toujours 2+, Mezek, le maximum du temps, le maximum possible, on va les protéger. Après, on n'exclut tout de même pas qu'un rôle puisse être joué par Van der Sande ou par De Beust. Ça dépendra un petit peu de la manière dont les choses sont durcies dans la difficulté finale, qui est pas franchement horrible, mais qui présente tout de même un pourcentage certain. Vous voyez ici, par exemple, le pauvre Enric Mas va vivre une très mauvaise journée. Enric Mas, pourtant, peut ambitionner la victoire sur ce Giro, très clairement, avec ces notes-là. Et il va vivre une journée affreuse. Il va, comme ça, être distancé à un moment donné sur, je sais plus si c'était une crevaison ou une chute, mais par contre, ce qui est clair, c'est que comme il y a plusieurs groupes qui vont se constituer, le peloton à 153 unités n'est qu'un leurre, car en réalité, il va y avoir comme ça plusieurs petites fractures. Et Enric Mas, comme ce qu'on voit à l'instant, il y aura plusieurs petites fractures qui vont s'opérer, des groupes qui n'arriveront pas à rentrer sur d'autres, et Mas qui se retrouve tout derrière. Et comme il s'est retrouvé en plus avec des gens qui étaient plus ou moins lâchés, ou des équipiers, mais je dirais de seconde zone, c'est comme ça qu'en fait vous allez avoir vraiment Mas qui perd le Giro sur cette étape-là. Vous voyez, il va être... il est bien loin, le pauvre, hein. Il est bien loin, l'ami Mas. Voilà. Là, à ce stade, bonjour la journée de galère pour Enric Mas. On ne reviendra jamais. Bon, c'est un fait important parce que lui, Miguel Angel Lopez, Simon Yates, Pogacar peuvent être des gens qu'on regarde de près comme de potentiels vainqueurs. Et donc, l'élimination de l'un d'entre eux est quand même... un fait important. Et puis je vais essayer du coup sur la fin, de toute façon c'est pas moi qui vais condamner Mas, c'est plutôt essayer de se mettre dans les conditions pour peut-être remporter cette étape, on sait pas, hein. En tout cas ce qui est sûr c'est que Kwiatkowski il a vraiment des fourmis dans les jambes, c'est quand même très très fort de sortir comme ça entre guillemets aussi loin de l'arrivée, alors qu'avec son punch il doit pouvoir gagner cette étape s'il attaque peut-être un peu plus tardivement, hein, on est d'accord. Toujours est-il que moi je vais essayer de rouler. Voilà. Je vais essayer de rouler. Attention à Wout van Aert, hein. Très très candidat hein, sur ce type d'arrivée là. Également. Le peloton, vous voyez, est quand même réduit à un petit nombre. Il y a quelques sprinteurs qui se sont fait décramponner. Romain Bardet est sorti. Derrière ça roule. Je préfère un petit peu laisser rouler dans les premiers temps. Voilà. Pour ensuite essayer de produire une accélération ici avec Laurens de plus au moment de la flamme rouge, et derrière qui va s'imposer, regardez-moi ça, retour phénoménal de Kwiatkowski avec Van der Sande qui vient comme ça aussi prendre une jolie place. C'est pas la victoire, c'est pas grave, on en a déjà eu une, mais voilà, vient comme ça couronner cette journée où on aura essayé de rouler mais sans non plus pouvoir décramponner certains. Et Kwiatkowski, vraiment très très fort, hein, très très impressionnant sur ce Giro. C'est pas souvent que j'ai vu dans les parties Kwiatkowski fort sur un Giro, je vous avoue. Je trouve ça un petit peu original. Ah, enfin de la montagne. Enfin de la montagne. Mais en fait, si on est vraiment honnête, l'ascension proposée dans le final n'est peut-être pas si folle que ça, à voir les pourcentages quand nous y serons, mais je suis pas certain que ce soit si dément. Il y a peut-être moyen de rester avec les meilleurs, y compris avec 2+, à voir ce qui peut être fait. Bon, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a un énorme écart qui a été laissé par le peloton, et donc a priori on est sur une première situation là sur ce Giro où la victoire d'étape se jouera à l'avant, entre les échappés. Donc, après tout, c'est pas bien grave. On va essayer du coup d'être vigilant pour économiser le maximum d'énergie avec nos
avec nos leaders. Il y a un moment donné où je vais me décider à rouler, en fait, avec Sander Armé. J'essaie de voir si cette équipe, là encore, c'est un peu un test. Est-ce que j'ai de quoi essayer d'emmener finalement ce peloton dans cette ascension finale. Voilà. Sachant que les pourcentages, encore une fois, sont pas déments. Hein, c'est pour ça que je l'ai fait. Ces pourcentages-là, là, en jaune, me laissent penser que même des punchers peuvent bien faire le boulot. Alors après, il y a un petit fail dans les notes de Mézec. On le verra ici ou là, sinon on l'a déjà vu aussi. Petit fail dans les notes de Mézec, c'est qu'il a une très bonne note de montagne, il est très fort en contre-la-montre et en prologue. En revanche, sa note de vallon n'est pas à la hauteur. Et donc, à des moments, je me demande s'il n'est pas un peu impacté par cette note de vallon qui est quand même un peu problématique. Donc, à mon avis, ce coureur sera prêt s'il prend encore 4-5 points en vallon, plus 1 ou 2 points dans chacune des caractéristiques physiques. Déjà, avec ce gain-là, on pourrait en faire un vainqueur de grand tour. Pour l'heure, ça risque d'être encore un petit peu juste. Vous voyez ici quelques-uns qui se font la malle, notamment Romain Bardet, qui vient comme ça ici, hop, franchir la ligne, Simon Yates, Sharpman, aussi Marc Soler, et nous arrivons un petit peu plus tard, en compagnie de Landa. Vous avez vu, il y a Caruso à la Groupama FDJ. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est toujours amusant, hein, il y a des participants un peu improbables quoi, à certaines équipes. Même Godu chez UAE, c'est vrai qu'on est un peu surpris, mais bon, ça fait bizarre. En tout cas, c'est Zardini qui s'est imposé. C'était une étape très très courte, hein, 100 km seulement, 2 ascensions. Romain Bardet prend le maillot rose. Il est nouveau leader maintenant de ce Giro. Ouais, il faudra faire attention aussi à Quintana. On ne sait jamais. Quintana peut aussi nous réserver des surprises. Et maintenant, on passe à l'étape 8. On a déjà joué 7 étapes sans que de vrais écarts ne se creusent. Il n'y avait pas vraiment le terrain pour. Et l'étape 8 semble, elle aussi, comme d'autres avant elle, promise aux sprinters. Hein. La 9, vous verrez, est un petit peu plus coquine. Faut pas se... On peut le dire, la suivante, elle est vraiment costaud. Mais la 8, elle est assez pépère. Donc, hors de question de se fatiguer pour rien. Et on essaiera peut-être d'accélérer dans le final, comme souvent. Voilà, donc ça, c'est le sprint qui génère pas mal d'excitation entre les sprinters que l'on connaît. Groenewegen, je crois, affranchi en tête. Il y a une petite lutte là pour le maillot par points, c'est sympa. Pour le classement par points, c'est toujours sympa. Donc, allez, on rentre dans le final. Accélération, notamment de Jumbo-Visma, mais pas que. On notera aussi que, attention, dans cette partie, c'est piégeux. Il y a quelques sprinters aussi qui ne sont pas forcément dans l'équipe qu'on croit. On peut se faire avoir. Allez. Qu'est-ce qu'on prend comme roue? Est-ce qu'on décide plutôt de mener les choses? Je vais essayer de mener. Demander à Armé, comme ça, vous voyez, de constituer le début d'un train avec De Gendt, Van Moer. Puis on verra si derrière, Van der Sande est capable de nous mettre la balle au fond. Ou bien De Beust, à voir, entre les deux. Donc, à ce moment-là, j'ai une petite préférence pour Van der Sande, dans le sens où... il a plus de points au classement vermeil, là, donc à partir de là, s'il y a moyen d'accumuler des points, pourquoi pas essayer de prolonger l'aventure, même si traditionnellement sur le Giro, c'est difficile d'aller comme ça chercher le vermeil avec un sprinter, mais bon, ça peut se faire. On l'a vu encore dernièrement IRL, mais je veux dire dans le jeu, ça peut aussi se réaliser. Van Aert a bien accéléré. Nous avons pris son aspiration. Et on va s'imposer ici. Voilà, hop. Groenewegen a été distancé par Van Aert. Van der Sande s'est imposé. Est-ce qu'il y a une cassure? Il n'y en aura pas cette fois-ci. Tant mieux. Aucune cassure. Bon, nous, on était placés au cas où, avec 2+. Mais il n'y a pas de changement, en fait. Il n'y a pas de vrai impact au général.
Il y a juste une petite victoire d'étape pour Van der Sande. C'est vrai que j'attendais plus de Beust. Et en même temps, Van der Sande s'avère avoir de meilleures formes. Il a eu quelques opportunités. Bon, voilà. Mais tout ça est bien loin au moment d'aborder l'étape 9. Alors là, arrivé au sommet à l'Etna, tout un programme. On ne fait pas du tout partie des favoris. Je vais essayer d'envoyer Hagen à l'avant. Puis on va bien voir ce qui se passe. L'échappée aura d'ailleurs du mal un peu à se constituer. Il y aura quelques petites tentatives qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. Derrière, ça roule. Souvent, c'est parce que il reste une ou deux équipes qui n'ont pas réussi à placer quelqu'un dans l'échappée. Donc ça est très logique en fait. Du coup, elle roule. Vous voyez, voilà, on a été repris. Est-ce que je renvoie Hagen à l'avant ou est-ce que finalement on se comporte différemment? À voir. On a aussi la carte de Ghent. On peut tenter d'aller à l'avant avec Thomas de Ghent, sachant qu'il va falloir boucher là juste sur les trois mecs de devant, boucher un trou. Mais on a l'apport du Portugais Guerreiro qui va permettre à de Ghent de rentrer. Les deux hommes vont donc rentrer sur l'avant avec quand même un écart très très faible. L'avance sur le peloton est hyper faible. On est un petit peu au-delà de la minute, mais ça ne représente pas grand-chose. On en sera repris un petit peu plus tard, donc ça veut dire que le peloton roule pas mal. Ne laisse pas partir l'échappée. Je vais quand même retenter de partir avec de Ghent, sait-on jamais. Des fois, la deuxième fois, ça peut marcher. En fait, pas vraiment, parce que Kwiatkowski roule très très dur. Alors, Kwiatkowski, il roule pour Mikel Landa, hein, parce que c'est Landa qui est le leader d'Ineos, là, sur Giro. Donc, du bon Kwiatkowski. Si en plus le mec roule, on risque d'avoir du mal à creuser quoi que ce soit avec de Ghent. Hein. Ça va quand même être compliqué, parce que je parlais de coureurs en intro, là. De coureurs qui vieillissent. On pouvait évoquer les cas de Degenkolb et de Philippe Gilbert. Bon, et ben pour ce qui est de Thomas de Ghent, c'est la même chose. Hein. Il a beaucoup perdu en notes, hein, ce qui rend les choses quand même un petit peu plus compliquées, mais pas moins intéressant pour autant. Hein. Le groupe Maillot Rose de Romain Bardet, c'est quand même relativement restreint. On est à une quarantaine de coureurs, donc la première ascension, là, elle a fait mal. Hein. Elle a bien fait mal. Et on va aborder la deuxième. Donc, pour la deuxième, moi, j'ai rabattu, évidemment, de Ghent quand j'ai vu qu'on était complètement en impossibilité de reprendre la G2R, la mondiale Franck. Et puis, finalement, il y a du champ qui est laissé à Franck devant. Bon, après, Mathias Franck n'ira sûrement pas gagner cette étape-là, parce qu'il y a un moment donné où les favoris vont s'exciter et l'écart est beaucoup trop faible pour que Franck ne soit pas repris. Mais quand même. Voilà, vous voyez, il est repris. Accélération en tête. Movistar fait le boulot. C'est Movistar qui fait le taf. Peut-être pour le compte donc de Marc Soler, on peut penser, puisque Enric Mas s'est terminé le général pour lui, à cause de ce qu'on a vu auparavant. Attaque de Landa, ça bouge. Schachmann bouge également. Romain Bardet en deuxième plan, laissé un peu partir. Quintana, par contre, avait l'air d'être un peu plus offensif. Le final est assez agité. Soler, ici, prend la roue. Voilà, il suit l'attaque de Yates. Quintana, Landa. Ça va se jouer entre tous ces hommes-là, ici. Lopez, attention à Lopez, qu'on n'a pas encore vu, mais qui reste en embuscade, calé derrière De Plus, qui commence d'ailleurs lui-même à ne plus avoir grand-chose en magasin. On a donc compris, pour Lorenz De Plus, les rêves s'arrêteront à l'étape 9, ce qui veut dire qu'il ne me reste plus qu'une seule carte à jouer. Moi, il me reste juste à croiser les doigts pour que le petit Allemand Veit Mezek tienne le plus longtemps possible avec les tout meilleurs dans cette ascension. Voilà, donc quand j'ai vu que De Plus c'était terminé, je l'ai sacrifié en protection de Mezek. Ça part dangereusement. Je n'avais absolument pas les moyens de rivaliser vu le reste de barre que j'avais. Quintana
dans un groupe de chasse, mais à l'avant, c'est Soler, Lopez et Landa. Voilà de bonbons pédigrés. Ils ont repris l'échappée. Et la victoire devrait se jouer entre ces hommes-là. Voilà, il reste 2 km. Quintana sera peut-être repris. Bardet semble en avoir un petit peu sous la pédale encore. Il semble lui rester des forces. En tout cas, quand on regarde la cinématique. Pogacar également. Nibali, ça a l'air d'aller. Sivakov est également présent, mais bon, à voir, à voir. Lopez, Soler, Landa, faites vos jeux. Bourman est un IF1, ouais, faut pas l'oublier ça. Bourman est un IF1. Landa va lâcher. Et qui est-ce qui va s'imposer? Marc Soler. Donc Marc Soler au sommet de l'Etna. Bourman placé. Lopez placé. Landa intercalé. Mézec qui franchit la ligne pour limiter un petit peu les dégâts. Alors on va voir un petit peu l'impact au classement. Hein. Surtout c'est ça qui compte. Quel impact au classement? Ouais, sachant qu'après je termine pépère. Hein. Termine pépère parce que avec De Gendt, autant avoir un paquet de retard. Hein. Comme ça on nous laisse partir dans les échappées sans sourciller. Soler a pris l'étape. Et Soler prend aussi le maillot rose pour un petit peu, pour 10 secondes devant Lopez, Bardet à 22. Mézec déjà à presque 40 secondes. Attention, ça a fait mal cette étape. Ça a fait très très mal. On va ensuite pouvoir se reposer sur l'étape 10, puisque à part un faux plat montant sur le final, il n'y a pas grand chose à signaler. En plus, il y a de gros rendez-vous derrière. Il ne faut surtout pas se fatiguer outre mesure. On pense notamment là en tête, on a en tête l'étape du Gross Glockner là, hein, l'étape 13 là, donc j'ai pas envie d'accumuler trop de fatigue. À ce moment-là, on va juste peut-être voir si De Beust ou Vanderson peuvent tenter leur chance au sprint, mais interrogation sur l'impact là l'impact réel de ce faux plat final. Est-ce que les Groenewegen, Sam Bennett et consorts peuvent archi dominer le sprint, ou est-ce que ça va un peu les impacter? À voir. En tout cas, certaines équipes roulent sans hésiter. Et nous aussi. Nous aussi, on roule. Parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Hein, il y a une cassure qui s'est opérée. Il y a une 60aine de coureurs qui ont lâché l'affaire. 100 coureurs donc dans le groupe du maillot rose Marc Soler. Et on est dans le final ici. Allez, il va falloir lâcher les chevaux. Lâcher les chevaux au bon moment. Et je crois que je l'ai fait un petit peu tard. Regardez. C'est tendu. C'est pas passé trop loin. Ouais. Ici, je pense qu'il fallait lâcher un petit peu avant. Après, quand même, la réponse est claire. Hein. Les sprinters de renom ne sont pas tant impactés que cela. Puisque Sam Bennett a magnifiquement dominé son affaire. Dainese 2, Viviani 3, Nasser Bouhanni 4. Bon, on n'était pas invité sur le plan des notes de sprint et d'accélération. Elle n'était pas pour nous, cette étape-là. C'est clair. Après la 11, la 11, c'est toujours ces étapes, vous voyez, un peu piégeuses. De toute façon, c'est simple. Hein, Tortoreto, Lido et tout ça, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à Tirreno Adriatico. Elle serait un peu de la même veine que ces fameuses étapes de Tirreno avec des enchaînements vallonnés, voire quelques murs par endroit. Donc ça se situe dans la même région en Italie. Hein, et donc on se méfie. Avec mon petit 71 en vallon pour Veit Mézec, j'ai juste envie de serrer les fesses et de pas me faire surprendre, pas me faire éjecter d'un groupe qui ensuite roulerait avec les tout meilleurs dedans, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais tenter de partir à un moment donné avec Thomas De Gendt, parce que c'est bien une étape pour Baroudeur, ça par exemple. Mais sa forme du jour est un peu négative et donc je suis pas totalement serein, même si j'en replante une juste derrière. C'est de rentrer sur le groupe à l'avant là, mais c'est pas évident. Zdenek Stybar est en train de lâcher. Tiens, une petite nouvelle de Hiver
Hiver est présent avec Seigle. Ils étaient en train de se faire taper la bourre là pour faire les points GPM. Allez, De Ghent, vous voyez, c'est pas vraiment le bon jour. On aura tenté, mais en fait, j'y croyais pas. J'y croyais pas trop et c'était assez inutile de le lancer comme ça dans un mauvais jour. Et on va donc essayer de survivre hein, sans se faire éjecter, comme je vous le disais. Je suis obligé à des moments d'être raisonnable et de pas tenter toutes les offensives que je pourrais vouloir tenter. Parce que je joue avec une équipe qui est intéressante, mais pas très forte. Ah, on est quand même pas très très fort sur ce Giro, faut le dire. Donc, essayons d'attendre les bonnes opportunités. Après, c'est toujours pareil. J'ai l'impression, là, sur PCM20, ça fait quand même quelques mois que j'y joue et au vu des vidéos partagées, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais moi, j'ai nettement l'impression sur PCM 2020, en difficulté extrême, d'avoir beaucoup moins de marge de manœuvre pour tenter des choses. Je me sens même, à de nombreux moments, je me sens complètement limité. Alors c'est sûr, c'est aussi lié au choix des équipes et le fait de jouer avec des coureurs, bon, c'est un peu volontaire ça, qui sont loin d'être favoris, avec même bien souvent des équipiers qui sont pas tous très forts. Bon, il y a quelques exceptions hein, dans certaines parties, sur certains grands tours, mais sinon globalement on n'est pas en capacité de dominer, c'est sûr, très souvent. Mais avant, sur PCM 18 ou 19, même avec des équipes de cette force-là, j'avais l'impression que je pouvais tenter des choses et qu'elles pouvaient aboutir. Là, j'ai l'impression que quoi que je tente, ça n'aboutira pas et je serai à la fin croqué, voire même je payerai mes tentatives. C'est Alberto Bettiol qui va s'imposer ici, vous voyez, devant Pogačar et Quintana. Il est vrai que dans cette database, Pogačar a presque plus évolué comme un puncher que comme un grimpeur. Donc ça trouve du sens. Bettiol, Pogačar, Quintana. Bourman est vraiment pas mal hein, sur le Giro. Il semble bien préparé parce que je le trouve très réactif. Il perd rien à des endroits où il pourrait éventuellement se faire surprendre. Enfin, c'est du très fort Emmanuel Bourman qu'on a là. Je pense qu'il faut vraiment l'ajouter à la liste des gros favoris pour la fin de ce Giro. Et on enchaîne tout de suite, voilà, on est sur l'étape 12. Une étape 12 beaucoup plus calme. Vous voyez, finalement, sur l'étape 11, c'est pas passé grand-chose. Au général, il n'y a quasiment eu aucun impact. Je crois qu'il y a eu juste quelqu'un qui est sorti du top 10, mais c'est pas du tout déterminant pour la victoire finale. Il n'y a aucun commentaire à faire. On pense que c'est pas non plus sur la 12 qu'il va se passer quelque chose au général. Il faudra donc attendre la 13 pour avoir une clarification des choses. Avec cette arrivée aux grosses Glockner là que j'évoquais précédemment. Allez, donc petite étape de sprint, hein, on a de quoi s'amuser. Van der Sande, De Beust. Après, qui emmènera qui? Bah, sur ce coup-là, le plus 5 fait la différence, hein, très clairement. On va pas se raconter d'histoire. Si De Beust a une mauvaise forme et que Van der Sande il a 5, bah honnêtement. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Il y a quelques équipes qui emmènent très très fort. On va essayer de lancer comme ça ici. Avec Armée de plus. Vous voyez, on a sauté la roue là. Ça, c'est vraiment dommage d'avoir perdu la roue au bon moment. De ne pas avoir frotté hein, comme il l'aurait fallu. Ce qui est qu'on se retrouve du coup un peu distancé. On va se contenter d'un malheureux top 10 sur cette étape-là. Donc bon. On a perdu la roue, ça arrive. On n'est pas non plus avec un train de toute première catégorie. Solaire, toujours en tête. Au moment, voilà, allez, aborder cette étape 13. Alors celle-là, elle est très importante et elle n'est que le début d'une succession d'étapes déterminantes. Donc là, gros enjeu,
Sur l'ascension finale, on va voir un petit peu comment les choses se décantent. Déjà, prendre connaissance des formes du jour. Le +1 de Mézec est déjà une mauvaise affaire en soi. Ça, c'est une première remarque. Ensuite, 2+ avec un +2, ça peut permettre de tenir. Si je parle de ça tout de suite, c'est parce que, outre le fait que j'ai envoyé De Gent et Hagen en échappée, ça, on aura le temps d'en reparler. Mais c'est déterminant. Une différence de 1 ou 2 en forme du jour, c'est elle qui va vous faire basculer un Giro et qui va vraiment décider de tout. Hein. Donc, c'est supra important d'avoir que +1 avec Mézec. On va quand même essayer de s'accrocher malgré tout parce que c'est loin d'être perdu. De Gent ensuite à l'avant avec Carl Friedrich Hagen. Vous voyez comme moi que Hagen il a +4. De Gent est un petit peu sur le déclin. Je vais donc demander, et n'a que +2, je vais donc demander à Thomas De Gent peut-être de faire un boulot maximal pour mettre sur orbite Hagen, lequel servira, on verra, de relais ou pas à nos leaders. Donc voilà un peu le projet. Alors ici ça sprint, j'adore ça. J'adore les sprints comme ça qui nous consomment de l'énergie. C'est pas grave. Allez, on va rentrer. Parce que faut dire que le pendant, c'est que ok les mecs sprint, mais derrière en général ils roulent pas, ils laissent rentrer. Donc en tout cas pas chaque fois, mais là ça a été le cas. L'avance est de l'ordre d'un peu moins de 5 minutes à ce stade-là. 5 minutes, ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas du tout si on va pouvoir aller au bout ou si on se fera reprendre par les leaders au moment où il y a l'accélération. Donc, j'essaie de tenter le coup. Vous voyez, De Gent, il a donné tout ce qu'il avait à donner. Hein. C'est terminé pour lui. Maintenant, ça va se jouer entre Matthias Frank, Zardini, Visconti et Hagen, même s'ils ont laissé rentrer De Gent, mais qui va un peu se reconstituer, mais le projet est toujours le même. Hein. Je pense là vraiment à Carl Friedrich Hagen, soit pour l'étape, encore une fois, soit pour aider des mecs de derrière. Alors, le groupe ensuite, Mézec, Solaire et compagnie, roule. Les efforts commencent un peu à s'intensifier là, en ce début d'ascension du Grossglockner, en tout cas pour sa première partie. Et devant, comme je l'ai annoncé, on sacrifie De Gent en calant Hagen dans la roue. Mais il y a cette lutte à distance en fait. Lutte à distance en se demandant un petit peu si les échappés vont tout de même réussir à tenir ou pas. Vous voyez que j'ai lancé le temps de partir, voir ce qui se passe à l'arrière. J'ai lancé l'attaque de Carl Friedrich Hagen. Ouais, il vaut mieux anticiper parce que sinon quand je change de groupe, ça a tendance à attaquer dans mon dos. Donc j'ai tant qu'à faire, autant attaquer. On a réussi à éliminer tout le monde, sauf Zardini très résistant. Et c'est bien parti pour Hagen qui semble ici faire une différence même sur Zardini. Hagen est donc seul en tête ici sur cette étape 13 au moment où la lutte va commencer à se faire à l'arrière entre les principaux leaders. Il reste encore 7 km. Hein. Donc on est très très loin d'être certain de quoi que ce soit. Il y a 2 minutes pour Hagen. De plus, je vais le mettre en protection de Mézec. Devant, je suis un peu obligé de gérer ma barre avec Hagen. Petite descente. Et derrière, ça va remonter. Quintana a réussi à sortir du groupe de favoris, qui est d'ailleurs bien éclaté, hein, puisqu'on est en 2 morceaux. Derrière, en plus, sur la relance, au sommet, je me suis fait piéger là avec Mézec. J'en suis un petit peu meurtri. Et devant, Hagen roule vers la victoire. Je me dis, au moins, il va nous rester ça. Et c'est déjà bien. Donc là, je fais un gros forcing, en fait. Parce que je trouve que ça a tendance à revenir derrière, là. Et gros forcing, ouais. Mais du coup, consommation de barres. Surconsommation de barres au moment où je vois l'écart se réduire, vous voyez. Derrière, les favoris accélèrent. Et l'écart pour Hagen se réduit à peau de chagrin. Non, c'est pas vrai, me dites pas qu'on va se la faire bouffer, celle-là. Simon Yates, heureusement, est venu échouer un tout petit peu derrière Hagen. Bardet, Lopez viennent franchir la ligne et
gêné ou pas par le fait de devoir s'occuper de Hagen, d'où la problématique liée au fait de devoir gérer tout le temps une échappée et les leaders. Je saurais jamais, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a pris un éclat sur cette étape 13, et que si on a la victoire d'étape d'un côté, on a surtout une vraie belle perte de temps de l'autre pour nos deux leaders potentiels. Vous voyez, on s'est mangé une 32 là, par exemple sur Simon Yates, quoi. Donc c'est vraiment pas top. Plus la bonif d'ailleurs pour Yates. Changement donc au général. Miguel Angel Lopez se retrouve nouveau leader de ce Giro. Mezek pointe à 1,44. Et là, Bardet, Soler, Landa, Buchmann, Quintana, tout le monde est dans le coup pour la victoire. Même, dans Simon Yates, ça commence à être chaud un peu pour lui. Voilà, donc ça va être délicat. Mais moi, je considère que rien n'est perdu. Vous allez voir pourquoi. Pour peu qu'on ait une bonne étape 14, avec cet enchaînement qui est resté dans les mémoires, Mortirolo, Zancolan. Que derrière, on ne subisse pas trop à l'étape 15. Alors ça, c'est mon logiciel de montage qui me saoule à des moments, voilà. Étape 16, c'est un contre-la-montre en montée. Il y aura 4 km très très difficiles, à plus de 10% de moyenne avec un passage à 14. Ensuite, il y a une étape 17. Ouais, elle fait 246 à la base, mais bon, là, elle est à 226 bornes. C'est comme l'étape 18, en fait. On se dit qu'il y a quand même pas grand-chose qui devrait évoluer, mais quelqu'un peut perdre le Giro là-dessus. Donc, à voir. Par contre, derrière, arriver au sommet à la 19, et j'allais dire le plus beau, non, le plus beau c'est l'étape 14, mais en tout cas, le presque plus beau est encore à venir, avec un enchaînement Finestré Sestrière à l'étape 20. Donc là-dessus, déjà, gros rendez-vous. Et un contre-la-montre de 33 km. Plat pour finir. Donc en fait, tout est loin d'être joué. Et on a encore pas mal d'espoir de peut-être réintégrer le top 5, voire un podium hypothétique. Bon, je traiterai de ça dans quelques temps, en fonction de mes disponibilités. Je souhaite à tous une très belle journée, bye bye.